des banques arabes tenu à Sharm el-Sheikh. Lors de son inauguration de la conférence, le secrétaire général de l'Union des banques arabes, M. Oussam Fattour, a déclaré que le secteur bancaire égyptien a survécu aux défis économiques et financiers qu'affronte l'Égypte, surtout après la libération des taux de change. Pour parler de cette conférence et de la situation économique en Égypte, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Passante Fahmy, qui est membre du Parlement et experte en économie. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. Alors, si on parle premièrement de cette conférence, ses activités, parlez-nous de cette conférence. C'est pas bien sûr la première fois. Oui, c'est-à-dire chaque année, il y a une réunion pour la conférence. L'Union des banques arabes. Des banques arabes dans un pays arabe. Mais je pense que cette fois-ci, c'est différent. Parce que l'Égypte, comme vous venez de mentionner, nous avons changé tout à fait la façon de diriger notre politique monétaire. Ça a été vraiment un grand succès. Et ce n'est pas la première fois que le système bancaire passe dans un examen pareil. C'était aussi dans les années 2008, quand la crise économique et bancaire mondiale a frappé le monde entier. Oui. Mais les banques égyptiennes ont passé très facilement aussi. Pourquoi? C'est un système bancaire très bien éduqué, c'est très bien discipliné. Et moi, quand je parle toujours, et je dis l'armée est disciplinée, je dis toujours, je peux prétendre que le système bancaire en Égypte, étant une banquière, c'est un système bancaire vraiment très discipliné, très bien éduqué, très bien contrôlé. C'est un système bancaire très ancien. On peut dire que c'est le premier dans le monde arabe. Et c'était un système bancaire, et toujours, qui travaille comme toutes les banques du monde entier, c'est-à-dire comme les banques américaines, les banques européennes. Ça suit très prochement les accords de Bâle, et ça c'est très important, et c'est très compliqué. Alors pourquoi toujours en Égypte? Parce que ce n'est pas le premier, parce que vraiment l'Égypte, tout d'abord, c'est le plus grand système bancaire. C'est le plus discipliné, c'est le plus éduqué. Nous avons aussi des banquiers qui sont sur le niveau international. Et je peux prétendre que moi, j'ai travaillé aussi une période, mais c'était des banques américaines avec les banques égyptiennes. Dans ce système, c'est un système comme les systèmes américains. Et pourquoi je dis américain? Parce que le système américain est beaucoup plus discipliné que le système européen qui suit les accords de Bâle. Alors, pourquoi c'est fait ici? C'est très important. Nous sommes aussi, on a montré au monde entier qu'on est capable de diriger notre politique monétaire d'une façon professionnelle et aussi comme dans n'importe quel pays. Ça s'est très bien passé et on continue. C'est pour cela qu'on devait expliquer peut-être dans cette conférence pour les pays arabes et pour les banques comment ça a été fait. Et comment ça doit continuer, parce que ce n'est pas juste des décisions qu'on prend, mais il faut apprendre comment les banques peuvent s'adapter, comment les clients aussi ont été protégés, parce que c'est un grand changement. Alors oui, c'est très important de l'avoir en Égypte. Et aussi, c'est important d'un autre côté. Avoir un nombre de conférences toujours à Sharm el-Sheikh et dans les pays arabes, dans les gouvernorats égyptiens, que ce soit Luxor, Aswan, Alexandrie, ça fait bouger un peu l'économie. Et ça montre aussi, surtout aux banquiers, parce que les banquiers du monde arabe vont aller parler à leurs clients. Certainement. Qu'est-ce que c'est Sharm el-Sheikh? Est-ce que vraiment c'est intéressant d'aller passer des vacances là-bas? Alors ça aussi, ça peut aider positivement le tourisme. Et c'est un signe de stabilité aussi au monde entier? Bien sûr, nous sommes stables, mais on fait une guerre, une guerre contre un ennemi qui n'est pas identifié. C'est très difficile de combattre le terrorisme. Si c'était une guerre normale, c'est facile. Une guerre réglementaire, c'est une guerre contre... Et on ne connaît pas l'ennemi. Il peut être à côté de nous, il peut être n'importe où. Mais ça montre au monde entier que, oui, on continue. C'est difficile, oui, mais on va continuer. Ça va s'arrêter, Inch'Allah. Comme on l'a fait dans les années 80 et 90, ce n'est pas la première fois. Mais le plus important, c'est quand on a une conférence pareille à Sharm el-Sheikh, et les banquiers qui viennent, bien sûr, et des hommes d'Arabes, c'est une promotion indirecte d'une très belle ville, que les gens peuvent facilement venir passer leurs vacances. Et alors de tous les également. côtés, et investir aussi.
investir dans le tourisme, j'espère. Mais à votre avis, pourquoi on sent un peu que les banques nationales égyptiennes, elles sont un peu réticentes d'aider au financement des méga-projets qu'on voit tous les jours en Égypte? Non, ça c'est une question très compliquée. C'est pas question, ils ne veulent pas. Ils aident le gouvernement égyptien d'une façon indirecte, c'est-à-dire quand les banques achètent les bons de trésor que le gouvernement... Ça c'est une aide. Ils leur donnent de l'argent d'une façon indirecte. Mais ils ne financent pas les projets. Mais c'est le gouvernement qui prend cet argent et il finance ces projets. Alors, les banques, elles financent d'une manière indirecte. Oui. Pourquoi? Le gouvernement a besoin d'argent, il y a un déficit dans le budget, alors ils vendent des bons de trésor, les banques, c'est la majorité achetée par les banques achètent ces bons de trésor, ils offrent de l'argent au gouvernement, et le gouvernement travaille avec l'argent. Au lieu d'aller sur chaque projet, peut-être s'ils vont directement sur les projets, ils voient qu'ils ne peuvent pas attendre, parce que ce sont des banques commerciaux. Alors, pour une banque commerciale ne peut pas attendre plus que 7 ans. Mais il y a des méga-projets que le revenu vient après 7 ans. Oui. Alors, on finance le gouvernement et c'est le gouvernement qui se débrouille, si vous voulez. Mais ils ne sont pas vraiment... ils ne veulent pas, non. C'est pas la même chose. C'est une façon indirecte de financer. C'est exactement comme on a pris le crédit du FMI. C'est une façon indirecte de financer le déficit du budget. Parfait. À présent, il y a une commission du FMI qui examine l'état de l'économie égyptienne pendant à peu près 2 semaines. Alors, comment voyez-vous cette visite et également le versement de la 2e tranche du prêt du FMI? C'est une visite attendue, c'est-à-dire comme toutes les banques, FMI, c'est comme les banques. Quand on s'emprunte, ils ont le droit de venir et voir. On faisait toujours ça dans les banques. On va, on visite le client, on regarde les chiffres. S'il va comme on a déjà, voilà, ça y est, on peut vraiment rembourser d'autres tranches. Du prêt. Alors, il fait la même chose. Il fait ses visites juste pour voir est-ce que vraiment les chiffres qu'on a promis, comment on appelle, les politiques qu'on a promis ont été faites et mises sur place, comment le système bancaire fonctionne, qu'est-ce qui arrive sur le marché. Le seul point qui m'inquiète, moi, personnellement, c'est que les gens n'ont pas bien compris que nous sommes dans une période très difficile et qu'on doit supporter un peu plus. C'est vrai, tout le monde essaye d'aider cette classe-là, c'est-à-dire Tadamon et Karama, tous ces systèmes-là ont été sur place pour aider les gens à passer cette période. Mais c'est une période dure, vous voyez. Il faut aider les gens qui sont incapables, les familles qui sont incapables d'avoir de l'argent d'une façon ou d'autre, c'est-à-dire de travailler. Mais c'est ce point-là qui les inquiète le plus, la stabilité sociale. Parce que si on n'a pas de stabilité sociale, malheureusement, on ne peut pas continuer dans notre plan. Mais jusqu'à présent, la stabilité sociale est là et les gens sont stables. Ils souffrent, oui, ils se plaignent, oui, mais relativement, c'est une stabilité sociale. Et quels sont les secteurs qui attirent le plus de crédits dans les banques égyptiennes? Tous les secteurs. C'est-à-dire, il faut aussi différencier entre une banque d'investissement qui peut vraiment mettre des crédits sur place jusqu'à 15 et 20 ans, et les banques commerciaux. Une banque commerciale, et la majorité des banques en Égypte sont des banques commerciales. Alors, il faut différencier entre les deux. C'est-à-dire, ils financent tous les secteurs. Mais le problème, c'est que celui qui s'emprunte ne peut pas aller plus que 7 ans, entre 5 et 7 ans. Plus que ça, on a besoin d'une banque d'investissement. On n'a pas de banque d'investissement en Égypte. C'est pour cela que, pour répondre à votre question, les méga-projets, ce sont des projets qui, le payback est sur une vingtaine d'années. Mais ils participent dans tout, travaillent dans tous les domaines. Ce sont des banques bien qualifiées, je vous assure. Et ce n'est pas parce que je suis une banquière, mais c'est connu sur le monde entier où sont les banques égyptiennes, qu'est-ce qu'ils font. Il y a du rating aussi qui est là. Alors, c'est un système bancaire stable, efficace, et que les gens ont confiance. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais vu des gens qui n'ont pas confiance du système bancaire. C'est un système très stable. Et quels sont les secteurs auxquels s'intéressent les banques arabes? Ça, c'est une autre question.
n'importe quelle banque qui vient de l'étranger, que ce soit une banque arabe ou européenne ou américaine ou des clients, c'est le risque. C'est-à-dire, le travail des banques, c'est le calcul de risque. Et comment mettre un prix convenable à ce risque. Si, par exemple, je dis les banques américaines ou les investisseurs américains, ils sont tout à fait différents que les investisseurs arabes, parce que la région arabe est instable. Oui. Alors, ils comparent l'instabilité chez eux avec l'instabilité chez nous. Mais en ce qui concerne les États-Unis et l'Europe, ce n'est pas la même chose. Ce sont des régions stables. Oui. Alors, pourquoi des banques arabes veulent voir et pourquoi les clients arabes doivent venir ici plus que d'autres clients? Parce que leur région aussi n'est pas stable. Quand on regarde la région du Alors Golfe, c'est intérêt mutuel. voilà, ils n'ont pas d'autre choix. Et aussi, si l'instabilité touche les familles, c'est-à-dire que si l'investisseur doit aller vivre dans une place avec sa famille, toujours l'Égypte a la première priorité, parce qu'ils peuvent vivre facilement ici. Mais si on prend une famille, par exemple, du Golfe, du peuple, et on leur dit allez vivre en Europe ou aux États-Unis, c'est un système tout à fait différent. Ce sont des critères de vie tout à fait différents, les traditions, les mœurs. C'est très facile de vivre en Égypte et tout le monde aime l'Égypte. Même les Français. C'est pour cela que la visite du Monsieur le Président en France, c'était une visite. Les Français, moi je dis toujours, les Français sont là depuis le Khedive Ismaïl. Et la loi, toutes les lois en Égypte sont des lois qui sont prises de la loi française. Oui. Et les écoles françaises, l'investissement, ils vivent avec nous. Ils savent comment s'adapter. C'est la même chose pour les banquiers arabes et les investisseurs arabes. Il y a d'autres pays qui ne peuvent pas s'adapter facilement. Par exemple, on a entendu que les écoles japonaises n'ont pas pu continuer. Ce n'est pas parce que nous, on a beaucoup de problèmes. Ils n'arrivent pas à comprendre ou à s'adapter. C'est une autre mentalité. À la culture. Une autre mentalité qui est tout à fait différente. La culture est différente, la philosophie de vivre est différente. On peut pas, les gens ne changent pas comme ça, on and off, comme la radio. Il faut essayer de s'adapter. Alors, les Arabes et l'Europe aussi les États-Unis, ils savent comment s'adapter avec cette région. Non seulement l'Égypte, mais la région tout entière. Parce qu'ils s'intéressent à la région. Non, ce n'est pas seulement parce qu'ils s'intéressent, mais les Japonais s'intéressent aussi. Mais ce n'est pas la même façon, et ce n'est pas noir et blanc. La vie n'est pas noir et blanc. Alors si quelqu'un regarde la vie en étant noir et blanc, il n'a qu'à aller vivre chez lui. Que ça soit noir ou blanc, mais on ne peut pas changer la culture, on ne peut pas changer la façon dont les gens pensent. Oui, on peut les éduquer, mais il faut savoir comment s'adapter. Alors là, les Arabes, c'est facile pour eux. L'Égypte, c'est leur second pays. C'est très facile. C'est la langue, les cultures, les mœurs, les traditions, la télévision, les films. Ils nous connaissent très bien et on les connaît très bien. Oui. Parfait. Donc, cette personne, si on parle du service offert par les banques pour la grande tranche, je dirais, du peuple, que ce soit le peuple égyptien ou un autre peuple arabe, les petites et moyennes entreprises, quels sont les grands plans ou les grands traits du plan des banques pour le futur? Le problème, ce n'est pas les banques, parce que les banques ont alloqué 200 milliards de livres égyptiennes pour les jeunes. Oui. Le problème, c'est la culture que les jeunes veulent travailler avoir un bureau. On leur a dit ça. Notre jeunesse n'a pas vraiment connu le travail privé. Ce n'est pas comme aux États-Unis et en Europe. Les jeunes travaillent depuis de l'âge de 12 ans, 14 ans. Ils travaillent n'importe quel travail, ils gagnent de l'argent. Oui. Ici, ce n'est pas le problème d'allocation, de facilité. Le problème, c'est la culture. Les parents veulent que leurs enfants soient employés par des institutions, ou premièrement gouvernementales, et deuxièmement secteur privé, mais très bien, comme on appelle la sécurité, doit être. Alors ça, c'est une culture. Les banques ont offert beaucoup de choses, c'est-à-dire ils ont des branches partout. Ils ont 200 milliards de livres égyptiennes qui attendent que les gens viennent. Ils ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire quelques questions mises par des banques, tout de suite, les jeunes n'arrivent pas à... La première question, c'est toujours, est-ce que vous avez travaillé avant ça? Si on dit non, c'est fini.
Vous n'allez pas essayer avec l'argent de la banque. Oui, on ne va pas prendre un tel risque, mais de toute façon, Et l'argent de la banque aussi, moi je ne veux pas donner de l'argent à À des n'importe gens qui. où je sais très bien qu'ils n'ont jamais fait ça. Alors, qui ils ne peuvent peuvent les pas perdre. rendre cet Voilà. argent. Alors, Alors, on a c'est un besoin- problème. On a besoin d'une institution, On a besoin de culture. de culture et de C'est- quelqu'un pour éduquer ces jeunes comment se débrouiller avec C'est de l'argent des l'entraînement. banques. C'est De trop l'entraînement, tard. je pense. Et l'entraînement. C'est-à-dire les jeunes qui ont des diplômes, les jeunes diplômés ne veulent jamais. Alors on doit avec une nouvelle génération. Et ça, c'est un grand travail. C'est-à-dire ça doit être fait dans les universités, dans les écoles. Moi, j'ai vu les écoles à l'étranger. Les jeunes vont travailler partout. Ils nettoient les rues, les plages, partout. Ils font du travail. C'est pour cela qu'ils sont habitués à Mais on travailler. aura toute une génération qui piétine. Qu'est-ce On qu'on doit peut trouver des solutions à cette génération. Non, la solution, c'est Certainement. cette génération a été éduquée, ils ont été diplômés, ils ont passé une longue période de leur vie, et à la fin, ils veulent un travail officiel. Si maintenant on leur dit, vous devez commencer comme les 14 ans et 15 ans, c'est difficile à accepter. Oui, mais de toute façon, la plupart sont des chômeurs, là. Alors, ça ne peut pas C'est un durer. grand Ils doivent problème. trouver du travail, ils doivent s'entraîner pour être adéquats, à être embauchés dans n'importe quelle entreprise ou à être candidat, par exemple, à un prêt d'une banque ou d'une association de crédit. Alors là, ils ont vraiment besoin d'arriver à un certain niveau, que ce soit par entraînement. Vous connaissez le chiffre? 50 millions. 50 Les jeunes millions. en Égypte, moins que 35 ans, constituent la moitié de la population. 50 millions. Je pas pense rigolo. qu'ils ont besoin ils doivent être éduqués d'une façon Et c'est les professionnelle. parents, c'est la télévision. C'est difficile, c'est la culture. On va passer, ils vont souffrir. Ça va passer, mais ils vont souffrir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qu'ils s'attendaient. Ils ont passé toute leur vie, éduqués bien, étudiés bien, vous Pour avez prendre des leur brevet et puis être embauchés directement là. diplômés. Ils sont diplômés. Quand je parle aux jeunes gens, j'ai un diplôme, madame. J'ai fait des éducations. Comment vous demandez ça? Et puis, je ne sais pas faire. Oui. Et puis, il y a une autre aussi partie de la société. Est-ce que la société accepte ces gens-là? C'est-à-dire, un des jeunes qui était à l'université m'a demandé, est-ce que si quelqu'un vient demander la main de votre fille et il n'est pas employé par un travail, vous acceptez? Je lui ai dit oui, mais honnêtement, la société n'accepte pas. C'est difficile. Ce n'est pas impossible. Impossible n'est pas français. C'est difficile. Mais ce n'est pas question des institutions qui vont prendre 50 millions. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est les parents, c'est la télévision, c'est les films. Faites attention, ça touche les gens. La culture du peuple. Et la culture, bien sûr. La culture du peuple, tout le monde doit avoir un diplôme. Et si c'est un ingénieur ou aussi un docteur, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'est la culture du peuple. On ne peut pas changer la culture d'une minute à l'autre. C'est pour ça que je vous ai dit, quand les Japonais sont venus pour essayer, ils avaient l'intention d'ouvrir 100 écoles. Vous voyez, pour essayer de changer la culture. Eux-mêmes n'ont pas pu s'adapter, accepter. Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile pour les parents, mais c'est pas impossible. C'est faisable. C'est pour cela que j'ai dit, Mais avec il y un peu aura une d'effort. génération qui va souffrir. De persévérance, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand Espérons on me pour dit le qui a mieux. fait ça, on a fait ça. Nous, tout le monde. Les parents, les gouvernements, tout le monde. C'était une culture partout. Il y a 64 années. Vous devez aller à l'école. Oui, tout le monde doit aller à l'école. Tout le monde doit avoir l'éducation appropriée. Mais tout le monde ne doit pas aller à l'université. Dès qu'on a mis que tout le monde doit passer à l'université, c'est fini. On a stoppé même l'économie parce que l'économie a besoin de jeunes. Et si 50 millions de jeunes n'acceptent pas de travailler, que ce soit dans la terre ou bien que ce soit dans les usines, il n'y a pas d'économie.
Il n'y a pas d'économie. Quand on parle, aussi quand le gouvernement parle toujours, il parle du macroéconomie, c'est-à-dire la politique fiscale, monétaire. Il ne parle pas du microéconomie. Oui. Et ce sont les jeunes qui doivent travailler dans le microéconomie. Il faut les convaincre. Parfait, docteur Passante Fahmi, nous tenons à vous remercier de vos éclaircissements. Merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, de la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons de passer toujours les moments les plus agréables avec nous. Mais avant tout, je tiens à remercier ma collègue Gala. Merci Sem, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.